Salut à tous, amis sportifs, c'est lundi aujourd'hui, c'est lundi soir sur Gabon 24 et lundi soir sur Gabon 24 on parle de sport, beaucoup de sport avec Multisport, votre émission de l'actualité sportive. On va parler de karaté, c'est pas souvent qu'on reçoit les acteurs de cette discipline sur notre plateau, mais aujourd'hui on a le plaisir de recevoir Maître Silver Biyem-Meye, il est le directeur technique de la Ligue de karaté de l'Estuaire. Avec lui sur ce plateau, notre ami Jean-Claude Nounamo. Messieurs, merci d'avoir accepté l'invitation de Gabon 24 et merci surtout pour votre disponibilité. Merci. D'accord, donc tout de suite, avant de revenir sur ce qui vous amène sur ce plateau, Maître Meye, on va regarder ensemble le débrief de Maître Roma. Que nous dit Roman? Qu'est-ce que votre boule nous réserve aujourd'hui? Que doit-on savoir? Qu'est-ce qui se passe sur le plan national en termes de sport? Maître Roman, à vous la parole. Bonsoir à vous, Gaël Mapessi, et bonsoir à ceux qui vous accompagnent sur le plateau de Multisport 24 ce soir. Messieurs, le débrief de la semaine s'articule désormais, et cela depuis le dernier numéro, sur 3 minutes pour 3 éléments différents ou 3 informations majeures. Nous allons démarrer de l'intérieur et faire un mouvement vers l'extérieur. Donc, la première information concerne le taekwondo gabonais. Les awards du taekwondo gabonais, c'était ce week-end à Libreville, où les meilleurs athlètes, les meilleurs taekwondoïstes dans cette discipline-là ont été récompensés. Meilleur athlète, meilleur arbitre, meilleur athlète masculin et féminin. Et pour ce faire, c'est Moussa Amar Cissé, alias El Dawa, qui a été récompensé, l'un des plus gros talents du taekwondo gabonais en catégorie de moins de 80 kilos. Moussa Amar El Dawa, qui est l'un des 3 meilleurs taekwondoïstes du continent africain, a été primé comme meilleur athlète masculin. Et chez les féminines, il s'agissait de Nancy Katalia Essougué, qui est elle engagée en catégorie de moins de 64 kilos. Ils ont d'ailleurs fait mouche lors de cette dernière compétition dont on parlait lundi dernier. Il s'agissait de la Coupe Interligue de la Fédération gabonaise de taekwondo. Ce sont donc eux les 2 figures du taekwondo gabonais cette année 2025. On part du Gabon, on va à l'extérieur pour parler, évidemment, vous ne l'avez pas raté, de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations féminines, ou plutôt du sacre des Nigérianes, des Super Falcons qui ont fini par avoir raison, des Lions de l'Atlas dans un score final de 2-3. Évidemment, le Maroc qui était à domicile a mené au score d'entrée de jeu. 2 buts très rapidement marqués en première période. On se serait dit qu'il va y avoir une hécatombe. Le local va battre l'ogre nigérian, mais ce n'était pas le cas. L'ogre a renversé la tendance. 3 buts pour les Nigérianes à la 2e mi-temps et victoire. 10e trophée. Pour ces Nigérianes, c'est quand même incroyable. Sur 13 Coupes d'Afrique des Nations, 10 titres, 3 seulement manqués, 2008, 2010 et 2022. Et puis c'est tout. Elles reviennent au sommet justement du football africain, ces Nigérianes. Que peut-on dire? Si ce n'est, il faut être une équipe un peu plus qu'humaine pour pouvoir les battre. Dernière information, ça va concerner ces Jeux scolaires africains. Première édition, et le Gabon, évidemment, va participer. Ça se passe à Alger, du côté de l'Algérie, et c'est du 29 juillet au 5 août prochain. Le Gabon a envoyé une quinzaine d'athlètes répartis en 3 disciplines que sont le taekwondo, le judo et le kung-fu wushu, ou le wushu simplement, que vous faites comme vous voulez. Hein. Et ces 3 disciplines vont envoyer chacun à peu près 5 athlètes pour nous représenter. La volonté pour l'Association des comités nationaux olympiques africains, ACNOA, c'est donc de découvrir de nouveaux talents, de mettre en exergue justement la pratique du sport depuis l'école. Messieurs, dites-nous, vous sur le plateau, ce que vous pensez de ces 3 différentes informations ou actualités africaines. Toutes ces informations, Jean-Claude Nounamo, les awards de la presse, le taekwondo, les taekwondoïstes ont été récompensés, notamment pour les meilleurs. Il y a également eu des prix pour les journalistes. Au-delà de ça, la Coupe d'Afrique féminine, les Nigérianes qui ont pu faire tomber les Lions de l'Atlas sur leur terre. Et puis, il y a ces Jeux de la jeunesse à Alger. Le Gabon sera représenté. Enfin, un détour, 360 degrés. Jean-Claude Nounamo, qu'est-ce qu'on pense de toutes ces informations?
Alors, beaucoup d'informations. En une seule information, je ne sais pas si c'est comme ça qu'il faut le dire. Il faut quand même reconnaître que les awards du taekwondo, j'ai toujours dit, et je le redis encore, que la Fédération gabonaise de taekwondo est actuellement la seule fédération dans l'univers sportif gabonais qui réussit à mener ses activités sans attendre la subvention de l'État. Et c'est une occasion pour moi de dire bravo au président des Costauds. Le couac de cette soirée, on a Amar Cissé, Nancy et tout le reste, ils ont été les meilleurs athlètes de l'année. On a même primé les vieilles gloires, les gens qui ont amené le taekwondo aujourd'hui. Bon, sur tout autre plan, les médias, je sais que on a été quand même curieux de ne pas voir Gabon 24 sur la liste des médias, ne fût-ce que par reconnaissance. Je crois que le comité d'organisation a ses raisons, mais il va falloir quand même revoir ça de près. Parce que de toute façon, on ne fait que notre travail. Hein, oui, ça je le sais. On accompagne tout le monde, je sais que le taekwondo, aujourd'hui le karaté, le foot, on accompagne... Nous accompagnons tous tout le monde, mais je pense qu'il y a quand même des faits assez flagrants qu'on peut dénoncer, mais une fois de plus, le comité d'organisation sait pourquoi Gabon 24 ne figure pas dans les médias qui... On ne va pas leur faire un procès. Voilà, pas du tout. Alors, CAN féminine 2025 au Maroc, je pense que moi, je ne suis pas surpris de la victoire du Nigeria. Le Nigeria a montré ses couleurs dès le premier match. Le Nigeria, en demi-finale, quand j'ai vu le Nigeria éliminer le tenant du titre, qui était l'Afrique du Sud, pour moi, il n'était plus question que le Nigeria perde, voilà, parce que il faut comprendre que c'est leur 10e titre, ils couraient derrière leur 10e titre, le plus grand nombre de titres, ils étaient en face d'une équipe du Maroc qui était déjà sous pression, sous forte pression, parce qu'il faut se souvenir que la dernière édition, le Maroc l'a perdu en finale, le même Maroc se retrouve à la finale cette fois-ci, et là encore, le Maroc marque les 2 premiers buts, la tension monte, on pense que l'affaire est pliée. Je crois que c'était sans connaître le vrai Nigeria. Voilà. Parce qu'effectivement, les Nigérians ont remonté la pente. Justement, et ont remporté cette victoire. Et tout de suite, je termine par là, tout de suite, quand j'ai vu l'égalisation du Nigeria, tout de suite, le moral des Marocains a pris un coup et je n'étais pas surpris de voir le 3e but des Nigérians à la 88e minute. Désolé. Mais c'est ça le football. De toute façon, c'est l'Afrique qui gagne avec toutes ces dames qui ont fait vibrer le continent avec cette compétition. Il y a également le Gabon qui va être représenté en Algérie. En Algérie pour les Jeux scolaires. Les Jeux scolaires. Donc, et là même, je te donne une nouvelle aux téléspectateurs que la première médaille est tombée déjà avec le Wushu qui a fait une 3e place aujourd'hui. On attend le judo, le taekwondo parce que ça va. Il n'y a pas que le football au niveau du Gabon. Et il y a aussi le karaté, puisque le karaté est avec nous sur ce plateau. Monsieur Meillet, alors dites-nous, qu'est-ce qui vous amène sur notre plateau? Bien, je voudrais d'abord m'acquitter d'un devoir, celui de remercier Gabon 24. Comme vous l'avez dit au départ, il est souvent difficile de parler du karaté au niveau de Gabon 24. Ah, vous ne nous invitez pas, monsieur, vous me mettez en marge de vos activités, du coup c'est parfois difficile. Lorsque nous organisons les compétitions, nous invitons tout le monde. Sauf Gabon 24 a priori. Si, nous invitons Gabon 24, monsieur Mounanou le sait. On a plusieurs fois invité Gabon 24 à nos manifestations. On a organisé la coupe des moines récemment du côté du gymnase. On va éviter de faire un procès pour Gabon 24. Parlez-nous de ce stage justement qu'il y a ce week-end. Voilà. Alors, nous sommes ici aujourd'hui pour annoncer l'organisation d'un stage de karaté qui aura lieu ce week-end. Alors, le stage, il est particulier. Il est particulier parce que... Organisé par qui? Organisé par la Ligue de karaté de l'Estuaire. D'accord. Avec les arts martiaux affinitaires. D'accord. Donc, sur ce panel, nous avons trouvé utile qu'il fallait faire venir
quelqu'un de l'extérieur que tout le monde connaît, qui s'appelle Monsieur Maître Edangema Marie-Claude, qui n'est plus à démontrer au niveau du karaté gabonais. Il est deuxième dan, il est plusieurs fois champion du Gabon, il a également été vice-champion d'Afrique de karaté. Donc nous organisons ce stage qui sera animé par lui du côté du gymnase du lycée Léomba. D'accord. Et quels sont les objectifs recherchés justement Les objectifs, c'est de mettre les gars en jambes. Parce que nous avons peut-être eu cette petite chance-là d'aller à l'international. Moi également, j'ai été international gabonais. Ce qui nous a souvent manqué, c'est un manque de compétition. Nous avons les gars qui sont très bons, mais il y a un manque de compétition. Donc ce stage, puisque lui, c'est un expérimenté, il pourra montrer certaines techniques aux jeunes qui pourront, n'est-ce pas, demain, aller à l'extérieur, pourquoi pas ramener des médailles à travers les différentes techniques qu'il va nous démontrer le week-end prochain. Alors rapidement, comment le stage va se dérouler? Quelles sont les différentes étapes prévues justement pour ce stage? Voilà, donc nous allons démarrer le matin, donc samedi matin à 7 h, nous allons démarrer avec un échauffement. Après l'échauffement, nous allons passer directement aux techniques, c'est-à-dire Kizami, Yakutsuki, toutes les techniques qu'il faut utiliser lors d'un combat. Et nous allons arrêter à midi. Nous allons reprendre le lendemain, donc dimanche. Nous allons reprendre à 7 h. D'accord. Nous allons travailler jusqu'à 10 h. D'accord. Et nous allons clôturer le stage avec la remise des qui est concerné par tous les karatékas de la province de l'Estuaire. Également sans distinction aucune. Sans distinction. C'est-à-dire sans distinction, tout le monde est invité à ce grand stage. Et si c'est du côté de Omuna et que j'ai la possibilité d'être là, est-ce que c'est vous êtes la bienvenue. Parce qu'on parle du karaté, on a besoin de tout le monde. D'accord, merci à vous, Maître Bélier. Je rappelle que vous êtes le directeur technique de la Ligue de karaté de l'Estuaire. Merci d'avoir passé toutes ces informations sur notre plateau. Nous, on va poursuivre justement le plateau avec l'entretien de Multisport 24. On parle de football. Décidément, le football ne nous laisse pas. Les ambitions du nouveau président de l'OYM-AC, c'est dans l'entretien tout de suite. Bienvenue dans le cadre de votre rubrique L'entretien qui est dans la ville d'OYM. On s'intéresse à un club en particulier, pas l'Union sportive d'OYM, mais plutôt OYM-AC qui vient d'installer son nouveau président en la personne de Gilbert Sauveur-Muzingwa. Ce dernier a évidemment été installé dans la ville éponyme, plus précisément à la mairie. Et on va s'intéresser à lui. Monsieur Gilbert, on sent quand même qu'il y a une nouvelle dynamique dans le club, mais à quoi cela a été créé en 2014. Et comme on le disait tout à l'heure dans la salle, les gens avaient toujours pensé que, de par les statuts, n'est-ce pas, qui régissaient ce club, l'OYM-AC était une affaire d'initiés. Voilà, composé uniquement en termes de management, des personnalités qui avaient créé le club. Mais ça fait 10 ans après, on se rend compte qu'il est impératif que le club s'ouvre, n'est-ce pas, d'autres personnes. Ils ont décidé d'ouvrir, n'est-ce pas, le management aux personnalités qui venaient des autres horizons. Et c'est grâce à cela que j'ai été nommé comme nouveau président en fait, de l'OYM-AC. Monsieur le Président, je découvre ici beaucoup d'informations, comme quoi vous êtes nouveau dans le paysage d'OYM-AC. Bah, dites-nous le contraire. Mais, alors, je ne dirais pas que je suis nouveau dans OYM, c'est peut-être que j'étais pas visible, mais je pense que je suis fanatique en fait de ce club depuis longtemps. J'ai participé à beaucoup d'événements, même si on ne me voyait pas. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus visible que je l'étais il y a quelques années. En tant que nouveau président du club, maintenant que l'OYM-AC est monté en première division, dites-nous ce que vous nous réservez. Alors, vous savez, les hommes et les femmes aiment la perfection. Même si la perfection est souvent difficile, qu'on peut atteindre de par notre nature humaine. Mais néanmoins, nous devons avoir le courage d'évoluer, d'avancer, parfois de changer. Voilà, même si cela peut faire peur, mais au OYM-AC aujourd'hui, nous sommes dans cette dynamique-là, par l'ouverture même en fait de la présidence aux personnalités qui n'étaient pas là lorsque le club a été créé. Nous pensons que OYM-AC doit continuer dans la restructuration, n'est-ce pas, de ses objectifs. Voilà, nous pensons que OYM-AC doit évoluer et pour cela, je proposerai au conseil d'administration
que nous fassions un diagnostic profond de ce club-là. Et à partir de ce diagnostic, on va analyser les points forts et les points faibles pour qu'ensemble nous construisions un projet sportif clair et savoir dans quel axe, dans quelle direction nous allons orienter OYM AC. Parce que, comme je le disais, l'État ne peut pas tout faire. L'État fait un effort de nous subventionner, mais il se trouve que, comme vous le savez, dans le monde du football au Gabon, les subventions de l'État, malheureusement, ne sont pas suffisantes. Donc, il est donc important qu'on se projette et qu'on voie de manière sérieuse et sincère comment est-ce que nous-mêmes, nous pouvons nous autofinancer. Allez, moi je vous laisse, je vous dis au revoir. Je vais chercher une place au stade Aquaquin pour le fameux derby. Allez, au revoir. Merci à John Fitzgerald pour cet entretien. Jean-Claude Nunamo, rapidement quand même, OYM AC, le nouveau président qui a quand même de grosses ambitions pour ce club. Est-ce que Manga Sport doit s'inquiéter? Bon, je pense que Manga Sport ne devrait pas s'inquiéter, mais le problème c'est que qui va aller loin, mais nage sans monture. Ce monsieur, Gilbert Mesu, il s'appelle Gilbert Sauveur. Alors, je crois que le nom doit déjà dire quelque chose. Sauf que quand il parle, je retiens essentiellement deux choses. Continuer dans la restructuration et puis, effectivement, s'autofinancer. Parce que c'est exactement le problème qui pose le plus de difficultés au club gabonais. Bon, maintenant, ils vont se restructurer, ils vont s'autofinancer, surtout se restructurer. Et il y a quand même un coach qui a mené ce club en première division. La question que je me pose et qui n'est pas encore vraiment officielle aujourd'hui, c'est le sort réservé au coach qui a mené l'équipe en première division. De toute façon, l'avenir nous le dira, Jean-Claude Nunamo. On souhaite bon vent seulement à ce club qui est arrivé en première division. On espère qu'elle nous fera vibrer justement tout au long de la saison prochaine. Alors, il nous a rejoint sur ce plateau Maître Marie-Claude Edanguema, formateur. Vous êtes concerné par ce stage organisé par la Ligue de l'SUR de karaté. Alors, dites-nous précisément, qu'est-ce que vous réservez aux athlètes? Bien, écoutez, merci à Gabon 24. Pour ce stage, nous aurons des techniques de kumité. Donc, kumité, on va dire le combat en karaté. Et on aura des techniques simples, isolées. On aura des techniques d'attaque, de contre-attaque. Mais on aura également des enchaînements, de petits enchaînements, pas complexes, mais on va faire dans l'efficacité. Alors, M. Meillet nous a dit que vous ne vivez pas au Gabon, vous vivez en France, vous êtes arrivé. Alors, dites-nous... quel est le niveau? Comment vous trouvez le niveau du karaté au niveau local? Au niveau local, ça va. Ce qui manque, c'est, comme le directeur technique le disait déjà, multiplier les compétitions. Nos jeunes, ça manque pour pas mal de compétitions au niveau de l'international. Là, déjà, la semaine écoulée, le week-end écoulé, il y avait le championnat d'Afrique de karaté au Nigeria. Le Gabon n'a pas participé. Mais il faut dire qu'il y a des talents. Aux derniers Jeux africains que j'ai participé en 2019, il y avait là des jeunes que j'ai vus travailler. Ils sont pétris de talent et il y a des têtes qui sortent. Le jeune Obissa, Davi, qui fait un très beau karaté. Et je pense que ce sont des jeunes à encourager. Voilà. Mais il y a le niveau. Voilà. Il faut juste multiplier les compétitions. D'accord. Est-ce que dans le monde des arts martiaux, tout évolue également? On parle en termes de technique, hein, bien sûr. Est-ce qu'aujourd'hui, le karaté tel qu'il se pratiquait il y a 30 ans est le même aujourd'hui? C'est vrai que les bases sont là, mais est-ce qu'il y a des évolutions? Bien sûr, il y a des évolutions, autant pour moi. C'est comme la mode. Au fait, ça prend des formes, ça change selon l'évolution. Et puis, il faut dire qu'au niveau, ça c'est une pratique que j'ai beaucoup vue en Europe et puis en Asie avec les Japonais et tout ça, l'Iran. Ils vont regarder les vidéos d'autres athlètes, travailler sur ça et c'est ce qui fait l'évolution. Donc, si vous restez sur des techniques il y a 5 ans en arrière, ils ont travaillé sur votre karaté pour passer au-dessus, c'est ça. Donc, il y a évolution. D'accord, on parle d'évolution. Vous n'avez que 2 jours de stage, hein, selon ce que M. Meillet a dit sur ce plateau, le samedi et le dimanche. Est-ce que c'est suffisant, justement, pour s'arrimer à ce qui se fait de mieux à l'international? On ne va pas dire que c'est suffisant, mais dans l'idée générale, c'est d'apporter en termes de conseils aussi. On ne va pas rester que sur le niveau technique. En termes de conseils, qu'est-ce qui se fait? Parce que moi, je vis en France, à Besançon. Et
On tourne, on fait quand même pas mal de grandes compétitions. On a l'Open international de Paris. Donc, c'est voir ce qui se passe là-bas, apporter aussi notre conseil, voilà, au niveau de la Fédération gabonaise de karaté, à nos ligues et tout ça. Et puis, techniquement, apporter un peu dans la manière de faire, voilà. La psychologie d'un athlète de haut niveau, tous ces conseils-là. Voilà. Et puis, sur le plan technique, il y a des petits détails qu'il faut toujours apporter parce que c'est dans le détail où voilà, on minimise tout ce qu'il y a comme petits déchets techniques. D'accord. Voilà. Peut-être que Jean-Claude Namo a une ou deux questions à vous poser. Oui, quand je vois le maître dedans, oui. Permettez-moi, Jean-Claude, mais avant, justement, est-ce que vous avez un rêve pour le karaté gabonais? J'ai un rêve pour le karaté gabonais, c'est que nous puissions avoir un champion du monde. Voilà. D'accord. Oui, Jean-Claude. Et effectivement, j'étais en train de glisser sur la question. Apparemment, Maître Dan, il est encore jeune, il n'est que deuxième dan. Ça veut dire quoi? Vous avez déjà raccroché le kimono? Bon, écoutez, je suis rentré dans la quarantaine. Ah, d'accord. Je suis rentré dans la quarantaine. Là, je suis beaucoup penché vers tout ce qui est encadrement. Là, cette année, je vais passer déjà mon grade. Et puis pour faire, en France, c'est l'ODIF, le diplôme d'instructeur fédéral, parce qu'il faut dire que je suis assistant dans un club, oui, mais je n'ai pas encore passé ma certification. Donc, je vais passer mon diplôme d'État cette année, mais c'est aussi un diplôme qui va servir pour notre karaté gabonais. Sinon, on ne sait jamais, hein, directeur technique national, une proposition faite, un jour, vous reviendrez au pays? Oui, si les conditions sont réunies, je reviens. D'accord, en parlant de conditions, vous dites si les conditions sont réunies, en parlant de conditions aujourd'hui, est-ce qu'il y a véritablement un fossé entre le karaté qui se pratique au niveau du Gabon et généralement l'Afrique, hein, et ce qui se fait ailleurs? Fondamentalement, est-ce qu'il y a une énorme différence dans la pratique? Je vais dire non. Le niveau gabonais, il est très apprécié de l'extérieur. Moi, depuis la France, je vois sur nos différentes plateformes, forums et tout, ce qui se fait. Et puis, vite fait, on fait des observations avec certains experts qui sont au niveau de la France. Et laissez-moi vous dire qu'il a du crédit. En termes techniques, le karaté gabonais, il va très bien. Mais après, je crois qu'il faut harmoniser. Parce que c'est plusieurs groupes qui travaillent individuellement, mais ils sont très forts. Après, il faut réunir tous ces gens qui travaillent en osmose. Et puis, je pense que notre karaté voilà, va aller de bon train. Et aujourd'hui, quand vous regardez l'univers du karaté, où est-ce que vous souhaitez que l'on mette un accent particulier justement pour son évolution? Bon, déjà, comme je disais, plus sur l'harmonie. C'est-à-dire qu'il faut harmoniser. C'est-à-dire, les gens, ils travaillent en groupe, mais séparés. Donc, oui, déjà sur ça, si les gens ils sont unis, je pense que le groupe se fera plus important. Voilà, on va mettre l'accent là-dessus. Et puis, en termes de compétition, bon, aujourd'hui, avec la nouvelle dynamique du gouvernement en place, les choses sont en train de s'organiser pour que le karaté puisse avoir aussi un budget, comme le reste des fédérations, pour participer, pour être régulier aux manifestations. D'accord. International. D'accord. Alors, on va vous donner l'occasion, hein, de vous adresser à tous ces athlètes-là, peut-être une invitation de plus encore pour qu'on se retrouve tous samedi. Nous également, on va penser à mettre nos kimonos, Jean-Claude et moi. Oui, mais en mettant le kimono, on va mettre également 2000 francs dans la poche parce que les frais de participation s'élèvent à 2000 francs. D'accord, oui. Peut-être un dernier mot. Voilà, donc j'invite tous les athlètes, tous les responsables de clubs, tous nos anciens à venir participer à ce grand stage de la Ligue de l'Est-UR de karaté. C'est aussi dans la même dynamique que du président fédéral, Maître Youmou Pamphile Andimi, élu dernièrement, l'unité, voilà, que tout le monde soit là, voilà. De toute façon, Jean-Claude et moi sommes prêts. On va être là, mais doucement avec nous, on est journaliste d'abord à la base. On espère que vous n'allez pas trop... Le karaté, c'est la sagesse, c'est pour aussi votre sécurité. Donc, rassurez-vous. Voilà, donc on se donne rendez-vous ce week-end justement pour ce stage de karaté. Merci à vous, monsieur Edan, maître Edan Nguema. On rappelle que vous êtes le formateur. Vous allez entretenir les karatékas tout au long de ce stage ce week-end. Merci d'avoir accepté l'invitation de Gabon 24. Merci, je vous remercie. Voilà, donc on referme rapidement cette première partie, le temps pour nous de souffler juste un tout petit peu, et puis on se retrouve pour la deuxième partie de notre émission. On parlera un peu de judo, puisque nous avons
un secret, tout de suite. Alors, on le disait lors de la première partie, on avait un petit secret pour vous, pour cette deuxième partie. C'est justement notre petit secret, Virginia Aymar, qui a accepté d'être sur le plateau de Gabon 24 pour communiquer autour de son actualité, mais pas seulement. Virginia, merci d'avoir accepté l'invitation de Gabon 24 et bienvenue sur toi. Merci beaucoup. Sur Claude Namo, Virginia Aymar, internationale. On aurait dû commencer par ça. Qui est réellement Virginia Aymar? Alors, je suis du coup une judokate de 30 ans. J'ai fait ma demande de changement de nationalité sportive parce que je représentais la France. Donc, la Fédération française m'a interdit de faire des compétitions pendant 3 ans. J'ai été libérée en avril 2022. Et donc, j'ai eu seulement 1 an et demi pour me qualifier aux Jeux Olympiques après 3 ans d'arrêt. Et dans la foulée, j'ai remporté une médaille au championnat d'Afrique. Il n'y en avait pas eu depuis 2021. Donc voilà, et j'ai remporté aussi plusieurs Open. D'accord, alors dites-nous, vous parlez de ces 3 ans. Alors comment vous avez vécu justement ces 3 ans et peut-être nous expliquer qu'est-ce qui finalement vous a poussé à changer de nationalité sportive? Alors, effectivement, moi, j'ai jamais connu véritablement le système gabonais, donc j'avais pas d'éléments de comparaison parce que j'ai grandi en France, donc je connaissais pas la fédération. Donc on va dire que la fédération française, c'était pas un choix finalement. Et en regardant finalement les différents systèmes, j'ai vu que c'était un système qui me convenait beaucoup mieux, étant donné que je faisais des études effectivement à côté et que j'avais besoin d'un système beaucoup plus souple et beaucoup plus adapté à mes besoins. Et puis naturellement, comme ma mère est gabonaise, voilà, le Gabon était le choix le plus évident. D'accord. Alors, parlez-nous de ces 3 ans, justement, vous avez été mise à l'écart. Comment, en tant qu'athlète, vous avez vécu, justement, cette disette, si on peut appeler ça comme ça? Alors, effectivement, c'est très compliqué parce que 3 ans, c'est quasiment une Olympiade en termes de temps. Donc, les compétitions internationales, c'est ce qui nous permet de nous repérer, ce qui nous permet de nous évaluer. Donc, comment, effectivement, s'évaluer si on a l'interdiction de participer aux compétitions internationales. Et même au niveau du classement, c'était très pénalisant parce que je ne pouvais pas avoir la chance de me positionner. Donc effectivement, c'était très très dur psychologiquement. J'ai essayé de toujours continuer à m'entraîner, de m'entretenir physiquement. Mais c'est vrai que quand on n'a pas de... On ne peut pas s'évaluer. C'est très compliqué. Donc effectivement, ça s'est décidé vraiment au fur et à mesure. Une fois que j'ai été libérée, j'ai pris mes dispositions pour faire au mieux avec mes armes, malgré les conditions difficiles. D'accord. Alors que nous sommes sur le portrait de Virginia Aymar, Jean-Claude Damon, on va aller regarder justement un autre portrait signé Sarah Zinedine. Il s'agit de Assaf Diba, de footballeur à handballeur professionnel. C'est pas souvent qu'on rencontre ce type d'athlète. On va regarder ensemble et puis on se retrouve derrière. Notamment, on continue à discuter avec notre invitée Virginia Aymar. Vous êtes bien sur le portrait de Multisport 24 et dans ce nouveau numéro, nous allons à la rencontre des handballeurs. Il est d'ailleurs gardien de but au sein de la sélection nationale de handball. Son nom, Assaf Diba, et avec lui, nous allons revenir sur son parcours, ses ambitions, les difficultés rencontrées, mais également comment se déroule sa carrière actuellement. Revenons à votre parcours en tant que handballeur. Vous revenez déjà d'Algérie où vous avez obtenu 2 titres avec votre club. Quel a été votre apport dans ces 2 sacres-là de votre équipe? Disons que lorsque mon agent m'a contacté, m'a présenté cette équipe, tout de suite je suis allé faire des recherches pour savoir exactement, voir des vidéos et notamment du championnat de cette équipe. J'avais vu que l'année précédente ils avaient été 4e, ils avaient loupé de justesse les demi-finales et puis la finale. Donc du coup, je suis arrivé, on a pris le train en marche et ensemble, avec le staff technique et médical, on s'est tous mis ensemble pour mener à bien cette réussite.
Et avant justement de rejoindre l'Algérie, où étiez-vous exactement? Est-ce qu'on peut revenir sur votre parcours avant votre signature en pro du côté donc de l'Algérie? Disons que avant de partir en Algérie, moi j'étais à Libreville, j'étais au club de Phoenix Handball. Et on va revenir bien en arrière, j'ai commencé le handball en province, notamment à Mouila, dans l'Angounier, où j'ai appris à jouer au handball. De base, j'étais footballeur, mais pour des raisons plus particulières, j'ai dû arrêter le football et je me suis reconverti au handball un peu plus tard. Et en 2016-2017, ma première présélection en équipe nationale par le coach Jackson Richardson et Pablo Moret qui m'ont repéré en 2e division, puis qui m'ont fait venir et qui m'ont encadré avec des stages. Et puis au fur et à mesure, on a dû gravir les échelons jusqu'à aujourd'hui. Quel conseil pourriez-vous donner à un jeune qui aimerait, comme vous, devenir handballeur? Bien, le conseil que moi je pourrais donner à un jeune aujourd'hui, vu les difficultés, je veux dire les jeunes au Gabon ou en Afrique qui ont pratiquement les mêmes difficultés pour évoluer, c'est de jamais lâcher. De jamais lâcher malgré les difficultés, malgré qu'on n'a pas forcément les meilleurs ballons, les meilleures chaussures, les meilleures chaussettes, les meilleures tenues, mais de ne pas lâcher. De ne pas lâcher, d'être performant, de surtout être discipliné parce que le talent, le don, c'est bien, mais s'il n'y a pas la discipline qui va avec, tout de suite on dérive vers l'alcool, vers les stupéfiants et tout. Donc moi aujourd'hui je dis aux jeunes, restez concentrés et ça va venir d'un moment à un autre, du moment que vous êtes discipliné, Dieu n'oublie personne et ça va aller. Surtout, ne pas aussi lâcher les études parce que encore aujourd'hui, encore heureux pour moi, j'ai pu faire des études et gérer avec le sport. Aujourd'hui, je suis athlète professionnel, mais j'ai aussi fait des études. Aux jeunes, ne lâchez pas les études. Essayez d'alterner, essayez de trouver votre voie et plus grand, quand vous aurez enfin la décision, vous suivrez ce qui vous plairait à ce moment. Merci Azaf. C'était un honneur pour nous de vous recevoir, surtout que vous êtes de passage au Gabon. À très bientôt pour un nouveau numéro du Portrait de Multisport 24. Mais avant, Azaf, un cri de la victoire. Mais donc on se met comme ça, et moi je dis on tue et vous répondez on boit le sang. On tue, on boit le sang. De boire le sang sur ce plateau puisqu'on a toujours avec nous Virginia Aymar. Jean-Claude Namo, quand même, c'est une belle histoire pour Azaf qui était footballeur et puis finalement il est international aujourd'hui, international handballeur. C'est déjà une question de volonté. Et puis, il faut être vigilant avec soi-même. Il y a des moments où on peut bien constater que tel créneau ne marche pas avec moi et que quand on a un certain âge, on peut essayer dans un créneau qui est plutôt celui qui vous attendait. Et je crois que Aymar Azaf a vu très clair. Il a quitté le football, il s'est retrouvé au handball et aujourd'hui, voilà, c'est un garçon très bien. Je le connais personnellement parce que les activités du handball à l'international, on les suit aussi. Et je pense qu'actuellement, c'est le gardien titulaire de notre équipe nationale et je pense qu'il a encore quelques années à faire avec nous. Il est encore jeune. C'est vrai aussi qu'il a d'autres ambitions, comme il vient de le dire. Mais nous, on ne va pas boire le sang. Sinon, et puis, il faut retenir une chose. Il a dit, il faut persévérer. Il ne faut pas lâcher. Et il a toujours insisté, surtout pour les jeunes, il faut derrière s'accrocher aux études également. Très bien. Et c'est effectivement pour cela que j'ai de l'admiration pour Virginia, qui, après 3 ans, sans compétition, exclue, j'ai envie de dire, de toute compétition internationale, a persévéré. Elle est revenue. Elle a su rebondir. Voilà, elle a su rebondir. C'est une panthère quand même. Et elle a été qualifiée pour les JO sensiblement un an avant. Je ne sais pas, c'était quoi un miracle? Je ne sais pas si c'était un miracle, mais en tout cas, c'est vrai que les conditions n'étaient pas du tout favorables pour moi. Mais effectivement, j'ai essayé d'avoir la meilleure stratégie possible en essayant de faire beaucoup de compétitions pour rattraper le temps perdu, étant donné que je manquais d'expérience à ce niveau-là. Et du coup, effectivement,
c'était beaucoup de mental. Je pense que le mental a beaucoup joué. Oui. Il faut s'habituer à refaire des compétitions, à pas forcément être à son meilleur niveau, parce que forcément, il y a un décalage entre 3 ans d'arrêt et une reprise au meilleur niveau. Oui. Donc mentalement, c'était difficile, mais j'étais motivée et concentrée sur mon objectif. Alors Virginia, effectivement, concentrée, motivée, les parents ont joué un grand rôle dans ce processus, mais après les Jeux Olympiques, il va falloir mettre en place une nouvelle stratégie de travail. Où en est-on? Alors moi, effectivement, j'ai proposé un projet à Madame la ministre des Sports où je retrace effectivement mon palmarès, mon parcours, mes axes de travail. Je présente mon équipe encadrante parce qu'on a besoin d'un staff autour de nous complet. J'ai transmis le calendrier de mes compétitions. J'ai budgétisé les compétitions en rapport avec la dernière bourse que j'avais reçue, que j'ai reçue du coup un petit peu tardivement, parce que la première année, je me suis financée toute seule. Donc le but, c'était finalement pour cette nouvelle Olympiade d'anticiper et de recevoir les fonds effectivement le plus tôt possible pour pouvoir avoir une planification organisée. On a un sport qui est extrêmement réglementé, que ce soit au niveau des équipements, au niveau des coachs, au niveau même de l'organisation, où il faut faire des déplacements à travers le monde, où il faut arriver en avance quelques jours avant. C'est un système qui est extrêmement bien ficelé et qui nécessite une grande organisation et un grand budget aussi. Et aujourd'hui, le système des bourses, c'est le système qui est le plus adapté parce qu'on doit faire, on est dans un système qualificatif sur 2 ans. Donc, on doit faire des compétitions sans arrêt afin d'obtenir le meilleur classement possible, d'avoir le plus de points possible. Et à l'issue de ces 2 ans, en fonction du classement, on est qualifié ou pas. Donc, c'est une course de longue haleine et ça nécessite effectivement un budget et un investissement assez important. Et la fédération, à quel niveau avec vous? Parce qu'on a l'impression, vous dites on a l'impression que la fédération ne vous accompagne pas forcément dans toutes ces démarches. La fédération m'accompagne dans ces démarches. Après, effectivement, là, c'est au niveau du ministère, mais la fédération, moi, je suis très régulièrement en contact avec le président, qui a été au courant de ma venue. Et effectivement, il me soutient dans mes démarches. Il a été effectivement un soutien aussi psychologique, logistique, parce que j'ai dû m'adapter à une fédération que je ne connaissais pas, donc ce n'était pas forcément aussi évident. Mais effectivement, c'est un travail de groupe et chacun a son niveau de responsabilité et il faut qu'il y ait une communication à ce niveau-là. D'accord. Est-ce que finalement, quels sont vos rapports avec les autres judokas sur le plan national? Alors, sur le plan national, c'est vrai qu'étant donné que je suis basée en France, j'ai plus de contact avec les judokas qui sont dans les structures françaises. On s'entraîne dans la même structure, donc à l'Institut du Judo à Paris. Du coup, forcément, j'ai eu l'occasion d'échanger avec les judokas et ceux qui sont régulièrement sur le circuit international. En fait, je les connais, on va en compétition ensemble. Donc, effectivement, ce sont des moments d'échange, de convivialité. On se soutient entre nous. Donc, effectivement, malheureusement, j'aimerais bien, effectivement, être au contact du public gabonais, des judokas gabonais, parce qu'effectivement, j'ai vu essentiellement ceux qui sont basés en France. D'accord, vous vivez en France, aujourd'hui vous êtes au Gabon. De temps en temps, quand vous y arrivez, est-ce qu'il vous arrive de faire un tour dans un judo, dans un dojo gabonais? Est-ce que ça arrive? Il faut savoir que moi, je ne suis pas retournée au Gabon, donc ça fait 14 ans. Donc ça fait très longtemps parce qu'effectivement, j'avais des stages tous les étés. Et la dernière fois que j'y suis allée, donc j'avais 16 ans et je m'étais entraînée. J'avais fait la demande pour m'entraîner au gymnase à Olumi, donc avec l'équipe nationale de l'époque. Donc c'est vrai que j'ai un contact quand même depuis longtemps avec la fédération et il m'avait déjà proposé à l'époque de rejoindre le groupe. D'accord, après les JO, aujourd'hui tout de suite, quel est l'objectif de Virginia Aymar? Alors, là, à court terme, tout de suite. À court terme, tout de suite. À court terme, c'est de me relancer sur le circuit. C'est vrai que la qualification, elle commence 2 ans avant. Donc, les deux années post-Olympiade, c'est vrai qu'il y a pas mal d'athlètes qui ont pris le temps un petit peu de souffler et qui se remettent progressivement dans le circuit, qui reprennent leur marque. Donc, le but, c'est quand même de se relancer sur les compétitions, d'emmagasiner aussi pas mal les stages, mais on n'est pas forcément dans une course très effrénée. Mais il faut quand même débroussailler, avoir une
préparation avant la qualification qui est vraiment intense 2 ans avant. Et aujourd'hui, par rapport à ces objectifs, quel est le gros défi? Sinon, quelle est la grosse difficulté qui se présente devant vous? La difficulté, elle est surtout pour l'instant d'ordre financier. Comme je vous l'ai dit, par rapport au coût que représentent les compétitions, la question des bourses, j'ai besoin effectivement de savoir comment le ministère se positionne par rapport à ça, parce qu'effectivement, mon sport est un sport quand même très réglementé, où il est nécessaire d'être très organisé. Et les conditions dans lesquelles j'étais lors de la précédente Olympiade, j'ai pas envie, si j'ai le choix, de les revivre. La même chose, donc j'ai vraiment envie d'avoir une planification anticipée pour pouvoir espérer au mieux une progression et avoir les meilleurs résultats possibles, parce que j'ai réussi malgré tout à atteindre des objectifs plus qu'honorables dans des conditions, difficiles. Oui. Donc j'espère qu'en ayant des meilleures conditions, ça ne peut que mieux se passer. D'accord. Vous avez fait 3 ans sans compétition, vous avez préparé les Jeux Olympiques en un an et demi. Alors dites-nous, où est-ce que vous avez trouvé cette force? On sait que vous êtes une panthère, mais où est-ce que vous avez trouvé cette force justement pour rebondir, pour arriver à se qualifier quand même? Alors effectivement, il y a eu quand même beaucoup de... J'étais pas seule, il y a eu beaucoup de soutien de ma famille qui m'a aidée sur tout le plan administratif, les visas, l'organisation des compétitions. C'est ma famille qui m'a financée la première année parce que je n'avais pas encore eu de bourse. Donc je remercie le ministère de m'avoir attribué une bourse, mais c'est vrai qu'elle est arrivée un petit peu tardivement. Donc elle a remboursé les frais escomptés. Oui. Donc c'est vrai que ça, c'était un petit peu compliqué. Mais oui, je pense que j'ai eu vraiment le soutien de ma famille et j'étais vraiment concentrée sur mes objectifs. Je voyais compétition après compétition. Et oui, je pense que c'est la force du pays, la détermination. Et vraiment ma motivation de représenter le Gabon, parce que je pense que beaucoup de personnes, après 3 ans d'arrêt, n'auraient peut-être pas tenté l'expérience. Oui. Est-ce qu'à un moment, justement, il vous est arrivé de penser à tout lâcher? Oh, des moments de doute, effectivement, il y en a beaucoup. Les athlètes n'en parlent jamais, mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de moments de doute. Je pense que surtout quand on revient d'une période d'arrêt, on reprend un haut niveau, c'est quand même assez violent et on doit accepter le fait à un moment donné de perdre, de se remettre en question. Donc effectivement, c'était pas évident, mais après, je pense que c'est un travail à faire sur soi et puis rester bloqué sur l'objectif. Vous dites, vous l'avez dit, hein, on rappelle, vous vivez en France, aujourd'hui vous avez plein d'objectifs, notamment certainement être championne olympique, pourquoi pas. Oui, est-ce qu'il vous arrive de penser qu'après votre carrière, venir au Gabon, venir partager également toute l'expérience que vous aurez engrangée tout au long de votre carrière? Surtout que maman est déjà gabonaise. Alors ça fait l'objet d'un deuxième projet, effectivement, qui a été également soumis, où effectivement, j'ai un projet effectivement de développer des structures. C'est vrai que aujourd'hui, les plus grosses structures, elles se situent principalement en Europe et en Asie, mais en parallèle, c'est pour ça que le système des bourses est adapté, qu'il faut envoyer justement les judokas à l'étranger. Et de toute façon, même ceux qui sont dans les grosses structures, ils font des stages tout le temps, ils vont en compétition tout le temps. Donc on a besoin en fait au judo d'avoir cette mobilité. Ce qui n'empêche pas par ailleurs de développer les structures locales, de développer des pôles d'entraînement. Donc c'était l'objet en fait de mon projet, où j'aimerais effectivement proposer une structure qui soit vraiment complète, parce que il y a l'aspect judo, mais après, il y a également tout ce qu'il y a autour en termes d'organisation, le sportif, le médical, et que vraiment les athlètes aient tout à disposition. Parce qu'aujourd'hui, les athlètes qui sont performants sont des athlètes qui ont tout autour d'eux. Et il y en a même avec les meilleures conditions, ils n'y arrivent pas, qui viennent de très grands pays. Et donc je pense que vraiment, quand on a un projet olympique, il faut mettre toutes les chances de son côté. Et c'est pour ça que j'aimerais que le Gabon ait des structures qui soit le mieux possible pour les athlètes, pour les accompagner, parce qu'ils le méritent. De toute façon, c'est tout ce que l'on souhaite pour le sport gabonais. On l'a toujours dit, ici, notamment les sports de combat, ce sont des sports qui ont toujours fait honneur à notre nation. Alors, on va poursuivre avec règles de sport de cette semaine. De quoi s'agit-il exactement? Les règles du sambo. Découvrons ensemble qu'est-ce que c'est.
Salut à tous et merci de nous rejoindre sur ce numéro de Règles de Sport consacré au sambo, cette discipline sportive martiale russe qui fait son bon nombre de chemin dans la grande famille des arts martiaux. Pour en parler, nous sommes accompagnés d'Ezekiel Eyeleondo, il est international gabonais, athlète gabonais, multidisciplinaire. C'est justement avec lui qu'on fera le tour de cette discipline qui semble nouvelle pour vous, mais qui est bel et bien dans les arts martiaux. Allez, suivez-moi un peu plus d'explications. C'est un art martial créé pour l'armée russe et les services spéciaux dans le KGB, qui avec le temps a été ouvert aux civils en fait. Alors Ezekiel, comment marque-t-on des points en sambo? Explication. Lorsqu'on fait une saisie et que l'adversaire tombe sur les fesses, ça fait 1 point. Si on l'accompagne bien sûr. Et s'il tombe sur le dos, ça fait 4 points. Et là maintenant, il y a une autre facette. Si tu pratiques ta projection et que toi tu restes debout, l'adversaire tombe sur les fesses, ça te fait 2 points. S'il tombe sur le flanc, ça te fait 4 points. Et s'il tombe sur le dos, c'est victoire totale. Tu gagnes le combat automatiquement. Et maintenant pour les frappes de points au niveau de la tête, c'est 1 point. On a des frappes au niveau des jambes, qu'on appelle plus communément les low kicks. Comme on a des frappes avec des jambes au niveau de la tête. Concernant les surfaces de contact, comme on l'a dit, elle va de la tête aux pieds. Voilà. Donc, on a le droit de frapper des frappes comme les low kicks, c'est-à-dire le coup de pied au niveau de la cuisse. On a droit au déséquilibre, la balayette. On a droit au middle kick, c'est-à-dire les frappes au niveau du tronc. Comme on peut également frapper des high kicks, c'est-à-dire les coups de pied au niveau de la tête. Donc, c'est pour ça. Et pour les points, comme on le sait tous, on a toute la surface de la tête et la surface du tronc. Alors Ezekiel, qu'en est-il des parties interdites de frappe en sambo? Explication. On n'a pas le droit, comme on le sait tous, dans tout sport de combat, de frapper derrière la tête, au niveau de la nuque. Voilà, on n'a pas le droit de frapper au niveau du sexe. Et quand il s'agit des frappes au niveau des cuisses, on n'a pas le droit de piquer. On a juste le droit de frapper, que ce soit de l'extérieur comme à l'intérieur. Alors le temps, Ezekiel, le temps est-il important lors d'un combat de sambo? Explication. Vous marquez les points au fur et à mesure du combat et vous avez sur une durée bien déterminée, donc 5 minutes. Et passer les 5 minutes, c'est au juge de décider qui est bien évidemment un vainqueur du combat. Alors Ezekiel, le KO, qu'en est-il du KO dans le sambo? Explication. Lors du combat, vous donnez un coup qui met l'autre KO, même s'il revient, on considère que c'est une victoire totale. Lors des projections, lorsque vous allez au sol, si tu réussis à immobiliser l'adversaire pendant 20 secondes, c'est également une victoire. Voilà qui est dit, voilà qui a été longuement expliqué sur le sambo et ses différentes facettes. Nous espérons que cette discipline n'a plus de secret pour vous. En attendant le prochain numéro, moi je vais continuer mon entraînement. Merci Sonobian pour toutes ces informations. C'est vrai, cette discipline n'a plus de secret pour nous, mais Jean-Claude Nunamo et moi avions décidé, nous, c'est le karaté. Non, pour le moment, c'est le karaté. Voilà. Moi, j'aurais peut-être même demandé à Virginia. Du judo, du sala, apparemment, il y a quand même des petits points qui semblent s'approcher au judo. Par rapport au sambo? Oui. Oui, effectivement. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de judokas qui, une fois qu'ils arrêtent le judo, se mettent au sambo. Donc effectivement, en général, ils se débrouillent très bien parce qu'il y a une grosse base de judo. Donc effectivement, oui, ce sont des sports assez similaires. D'accord. Comme le jiu-jitsu, d'ailleurs. Alors Virginia Aymar, on va petitement vers la fin de cette émission, peut-être aujourd'hui nous parler de votre plus grand rêve en tant qu'athlète et voilà, parler de l'avenir très proche, qu'est-ce que vous comptez faire? Il y a les Jeux Olympiques qui arrivent également, dites-nous. Alors mon objectif il est clair, hein, c'est être championne olympique, c'est faire briller les couleurs du Gabon. Et vraiment, c'est ça. De toute façon, pour un athlète, c'est le Graal. C'est être championne olympique. Donc, je suis motivée, je suis déterminée. Et vraiment, c'est un privilège pour moi de représenter le Gabon. Et je vais le faire de la meilleure des manières.
D'accord. Peut-être aussi un conseil à l'endroit de jeunes dames qui hésitent encore à se lancer dans la pratique du judo. Il faut savoir que c'est vrai qu'il y avait un petit peu cet a priori par rapport au sport de combat, mais ça se féminise quand même de plus en plus. On a eu quand même beaucoup d'athlètes féminines très performantes. Donc non, le sport féminin est vraiment puissant. On a eu le ministre des Sports. Donc je pense que c'est important de mettre les femmes à l'honneur. Et il ne faut pas avoir de complexe par rapport à ça, parce que c'est un sport de combat, au contraire. C'est fait pour tout le monde. Moi, j'ai commencé en battant les garçons. Donc n'ayez pas peur les filles. D'accord, voilà, n'ayez pas peur les filles, le message passé. Alors Virginia, nous sommes à la fin, on va vous donner l'opportunité également de conclure, notamment un message à l'endroit des autorités aussi, puisque vous l'avez dit, vous êtes en attente justement de la réponse du ministre, mais pas seulement. Alors, un message, vous regardez votre caméra, qu'est-ce qu'il faut qu'on en retienne? Eh bien, j'espère que le ministère va renouveler sa confiance. Effectivement, je suis dans l'attente d'une bourse pour pouvoir anticiper au mieux cette nouvelle Olympiade dans les meilleures conditions possibles. J'ai prouvé mon engagement, mon investissement. Je laisse tous les documents à cet effet. Et voilà, je suis très honorée de représenter le Gabon et je souhaite faire au mieux pour la prochaine Olympiade. De toute façon, on va se mettre en union de prière justement pour que cette médaille olympique arrive. Virginia Aymar, merci d'avoir accepté l'invitation de Gabon 24. Merci à vous également, Jean-Claude Nounamo, toujours fidèle au poste. Merci pour votre disponibilité. Merci. Multisport 24, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous très vite sur Gabon 24.